Voilà, bonjour à tous et bienvenue donc à cette nouvelle édition de Science on tourne. On va prendre un petit peu de recul, de hauteur aujourd'hui pour parler de technologie. Évidemment, il y a beaucoup de technologie qui se fait ici à l'EPFL. On va s'interroger sur les bienfaits de cette technologie sur le monde avec comme question fondamentale, est-ce que la technologie peut sauver la planète ou pas? Et avec comme arrière-pensée à tout ça, comment est-ce que la technologie permet la croissance? Est-ce que ça permettra une croissance ad aeternam ou est-ce que ça va être limité? Et notamment une croissance durable. Là, il y a évidemment un certain nombre de questions. Ce n'est pas évident que cette croissance soit aussi durable que ce qu'on pourrait avoir envie. Pour nous éclairer sur toutes ces questions, nous avons le plaisir de vous accueillir. Dominique Bourg, bonjour. Vous pouvez prendre un micro. Bonjour. Voilà, vous êtes philosophe et professeur à l'Université de Lausanne, donc vous allez nous expliquer un petit peu la philosophie qui tourne autour de cette question du développement technologique. Et puis, une des clés du questionnement dans le développement durable, c'est la question de l'énergie. Donc, Christophe Balif, on va en discuter avec vous. Vous êtes professeur au laboratoire de photovoltaïque ici à l'EPFL. Oui, bonjour, à l'EPFL à Neuchâtel. À l'EPFL à Neuchâtel. Oh, c'est l'EPFL aussi. Et voilà, vous vous occupez de cellules photovoltaïques, vous essayez de les développer, de les améliorer. Donc on va discuter un petit peu de tout ça pendant une première partie. Et dans une deuxième partie, c'est vous tous qui aurez la parole et qui pourrez poser toutes les questions qui vous passent par la tête à nos deux invités qui sont ici. Alors, peut-être pour entrer directement dans le vif du sujet, est-ce que, selon vous, la technologie, le développement technologique peut répondre à tous les problèmes qui se posent? Est-ce que tout problème a une solution dans la technologie, même si cette solution, on ne la connaît pas encore, Dominique Bourg? Alors, j'ai des doutes. Je veux dire pourquoi. Déjà, j'aimais bien l'expression que vous aviez au départ, c'est-à-dire la technologie peut-elle nous sauver? Pour qu'on se pose la question, ça veut dire qu'on est dans une mauvaise passe. On est en danger. Voilà, ce qui est effectivement le cas. Donc ça, et c'est d'une certaine manière une certaine forme de technologie qui nous a conduit à la passe difficile dans laquelle nous sommes. Maintenant, nous sauver, ça voudrait dire quelque chose d'assez précis. Ça voudrait dire qu'on n'aurait rien à changer par ailleurs, mais qu'avec les technologies, en continuant à vivre comme on vit, et avec une démographie qui continue à croître, on pourrait effectivement résoudre tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Alors ça, pour moi, non, pour plusieurs raisons. Mais ce n'est pas du tout un non anti-technologique. Il n'y a pas d'humanité sans technologie, de toute façon. Et la technologie, c'est un des aspects essentiels de l'humanité elle-même, aussi un des aspects de notre fierté. Donc ce n'est pas du tout ça que je remets en cause. C'est le tout qui me gêne. Alors c'est le tout, on va voir pourquoi, les raisons pour lesquelles je n'y crois pas. Et au-delà du fait d'y croire ou de ne pas y croire, je pense qu'une civilisation qui se dirait effectivement on peut tout résoudre avec des technologies, c'est une civilisation assez morne et puis finalement qui engendre à l'appel pas mal de crétins. C'est-à-dire que la technologie, c'est très important, mais je suis désolé, il y a d'autres choses dans la vie aussi quand même. Hein. Et ce qui va donner la saveur, le goût de la vie, ce qui peut donner un sens, ça ne relève pas des technologies. Donc, encore une fois, mon problème, c'est pas de dire non à la technologie qui serait stupide. Et alors, ça marcherait pas. Non, ça marcherait pas de toute façon. C'est pas humain. Ça va être totalement étranger. Mais c'est de ne pas tout attendre des technologies. Et or, effectivement, nous sommes la civilisation. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Si vous voulez, c'est venu avec la fin du XVIe, le début du XVIIe. L'auteur le plus emblématique de ça, c'est Bacon. Bacon, dans la Nouvelle Atlantide, imaginait une ère sur la Terre que les autres ne connaissaient pas, mais qui, elle, connaissait toutes les autres et leur degré de développement. Et il pensait que sur cette Nouvelle Atlantide, il s'appelait ça Ben Salem, avec un nom plutôt juif, eh bien, il pensait que sur cette île, on avait effectivement réussi à surmonter tous les problèmes. Alors, on est au début du XVIIe. Bacon pensait qu'on était arrivé à inventer des matériaux nouveaux, à inventer des énergies nouvelles, à pouvoir nous rendre heureux, nous rendre plus intelligents, nous rendre plus sages. Alors ça allait de choses très concrètes, des ponts suspendus, lutter contre les tempêtes, etc. Alors il parlait la santé, la médecine. Santé, mais alors oui, très important, c'est-à-dire on devait devenir quasiment immortel. Et en fait, Bacon était ce qu'on appelle un pélagien, donc il pensait que le péché originel n'avait pas vicié l'intelligence et la volonté humaine, et qu'avec la science, on arriverait ni plus ni moins qu'à retrouver l'état de perfection qui était le nôtre
au paradis avec Adam et Ève. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous avez vraiment l'impression d'être au paradis? Mais bien Que sûr. tout est bien et qu'on est vraiment dans le meilleur des mondes. J'aurais quelques doutes, si vous voulez. Alors ensuite, après, juste encore un élément, penser qu'on va tout solutionner, bon, c'est déjà, si vous voulez, rentrer dans ce type de civilisation où on attend tout des techniques, d'une part, et puis d'autre part, c'est faire une erreur de raisonnement. C'est vrai que la technologie peut résoudre beaucoup de problèmes, et Dieu merci pour nous, elle continue à en résoudre un certain nombre. En revanche, croire qu'elle va tous les résoudre ensemble, eh bien, c'est faire une erreur de raisonnement, c'est-à-dire c'est faire un raisonnement par induction. C'est vrai que depuis un siècle et demi, on voit encore aujourd'hui que le gaz de schiste, mais enfin, c'est quoi? C'est peut-être au maximum, le gaz et huile de schiste, c'est 350 gigatonnes. C'est pas immense, hein. On a déjà dépensé à peu près 1200 gigatonnes. On a peut-être en tout entre 1000 et puis 2000 et 3000, on commence à arriver, on va toucher un peu la fin, surtout que le moment où on arrive à moins extraire, c'est pas le moment où on a fini, c'est le moment où en gros on est à la moitié des réserves totales. Donc non, alors c'est vrai que la technologie a résolu un certain nombre de problèmes, mais croire qu'elle va tous les résoudre, c'est une erreur de raisonnement. C'est ce que disait par exemple Hume autrefois. Si je vois le soleil se lever tous les matins, alors maintenant évidemment on a des lois physiques pour le savoir, mais à l'époque c'était pas le cas, je ne peux pas dire à partir de là que tous les matins, jusqu'à la fin des temps, le soleil va se lever. Ce n'est pas parce qu'en faisant le tour de la Terre, je n'ai rencontré que des signes blancs que je peux affirmer la proposition « tous les signes sont blancs » est une proposition vraie. Il faut faire très attention. On est dans de l'induction. On est dans un raisonnement inductif chargé par des a priori culturels. Et c'est un peu mon boulot d'aller essayer de regarder un peu quels sont ces a priori culturels. Et la technologie, donc vous nous exposez effectivement ça, mais comment vous la définissez fondamentalement? Alors, la technologie a plusieurs fonctions. Il ne faut pas oublier ça. Et c'est très important de les distinguer dans les problèmes qui sont les nôtres, notamment en matière d'environnement. Bon, ce qu'on appelle la perfectibilité des techniques, ça permet déjà de produire des biens qu'on sait produire depuis longtemps, de les produire avec des gains de productivité, c'est-à-dire en consommant moins de matière et en consommant moins d'énergie. Ça nous amène à de la croissance. Alors, oui, s'il n'y avait que ça, on n'aurait pas beaucoup de croissance. Mais ça, c'est effectivement un moteur de croissance et c'est la première aptitude des technologies. La deuxième aptitude des technologies, c'est pouvoir inventer des biens et des services qui n'existaient pas. On a chacun dans nos poches un iPhone il y a quelques années, ou un smartphone. Il y a quelques années, ça n'existait pas. Donc là, dans les deux cas, je suscite... Dans un premier cas, je pourrais croire que je diminue les flux de matière et d'énergie. On va voir que ce n'est pas si simple. Et dans un deuxième, j'en suscite forcément des nouveaux. Alors, pour revenir au premier, non, c'est vrai qu'on, par unité de produit, je vais consommer avec les gains de productivité moins d'énergie et moins de matière. Mais du coup, je vais abaisser le seuil d'accès sur le marché du bien que je produis. Et donc, je vais avoir beaucoup plus d'acheteurs. Par exemple, depuis le début des années 70 jusqu'à 2008, on avait réussi, ce qui est quand même énorme, à réduire par point de PIB la consommation mondiale d'énergie de 30%. Génial. Mais comme en même temps le PIB a explosé, eh bien dans la même période, on a accru nos émissions de CO2 de 80%. Mais parallèlement, on a ce qu'on appelle l'effet en Europe de consommation d'énergie, par exemple. Oui, parce qu'on consomme de moins en moins. Alors non, on a exporté beaucoup de consommation d'énergie en termes de production. Et en termes de consommation, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que même dans nos pays, on s'attend... Alors je sais que le Conseil fédéral veut faire autre chose, et c'est très bien, mais dans nos pays, compte tenu de l'informatique, etc., de l'extension de son usage et de la diversification de son usage, on s'attend plutôt de façon générale à un surcroît de la consommation d'électricité. Mais bon, peu importe, si vous voulez. Les premiers gains sont vrais à une échelle relative, c'est-à-dire par chaque unité produite. Mais en revanche, si je regarde l'absolu, comme je vends moins cher, il y a plus d'acheteurs. Et au bout du compte, ce progrès technique-là débouche sur une consommation de matière et une consommation d'énergie supérieure. Deuxième niveau, c'est clair, j'invente du nouveau, donc je suscite des flux de matière, des flux d'énergie qui n'existaient pas. Et troisième possibilité du progrès technique, il ne faut jamais l'oublier, elle est vraiment importante, c'est la remédiation. Alors, à une échelle locale, on sait faire des choses assez fantastiques en termes d'écologie. On sait réparer des écosystèmes. À l'échelle globale, on pourrait y revenir parce que c'est un enjeu énorme. Ce qu'on sait faire est quand même moins génial. Et au jour d'aujourd'hui, j'y reviendrai, je vous donnerai des chiffres assez précis. Disons, l'horizon, au jour d'aujourd'hui, est assez bouché. Et la difficulté, si vous voulez, c'est qu'on a un pas de temps pour agir qui est assez étroit. C'est ça qui rajoute de la difficulté. Donc voilà les trois fonctions de la technologie.
avec la dernière, la remédiation, donc gain de productivité, augmentation, enfin invention de services et d'objets nouveaux et remédiation des écosystèmes qu'on a dégradés. Vous évoquez cette question de la consommation de matière et d'énergie. Est-ce que pour la technologie, ces ressources sont suffisantes sur Terre pour 9 milliards, 10 milliards de personnes qu'on aura peut-être en 2050 ? Alors c'est là que le bas blesse. Si vous voulez, les technologies, d'une part, ce sont des intermédiaires entre nous et le milieu, entre nous et nous-mêmes. Et ces intermédiaires, d'une part, on a besoin de matière pour les produire, et ensuite, elles agissent sur de la matière. Et on a besoin d'énergie pour les faire fonctionner. Absolument. En général. Et donc là, on a en fait, si vous voulez, deux sources différentes de finitude. Là, je m'appuie sur une étude, je vous la donnerai après, mais vous la connaissez peut-être, de l'Université de Leyde, qui date de 2005. Eux, ils imaginaient à l'époque qu'on serait, c'était les chiffres de l'ONU, qu'on serait 9 milliards 3 en 2050. Le chiffre médian maintenant, c'est 9 milliards 6. Et ils imaginaient une production d'énergie primaire à l'échelle de la planète qui serait 2,5 ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc ils disaient, comment on va faire pour arriver à cette production ? Je vais vous donner certains de leurs chiffres. 2,5 quoi ? Oui, deux fois et demi, si vous voulez, la quantité d'énergie primaire, ce qu'on a okay. aujourd'hui, ce qu'on consomme aujourd'hui, ce qu'on produit et consomme aujourd'hui. Okay. Et donc, où on en serait avec donc 2 fois et demi ce qu'on a aujourd'hui. Premier problème, si on voulait avoir un niveau de service en termes d'énergie qui est la qualité de ce qu'on a aujourd'hui ici, ici c'est assez génial, en Suisse par exemple, eh bien en fait, il nous faudrait plus de cuivre que ce dont on dispose. On dispose, grosso modo, je crois, je ne vais pas me tromper d'un chiffre, je vous donne ça de mémoire, mais 1 600 000, je crois que c'est tonnes, ça paraît peu, mais ça, alors je me trompe peut-être dans de grandeur. Et puis là, on aurait besoin de 2000 au lieu de 1600. Okay. On les a pas. Et ça, c'est pas. Alors, ça, je ne sais plus, si vous voulez, si c'est en termes de réserve accessible ou si c'est en totalité. Mais même si c'est en totalité, même si on en avait plus en totalité, je vous dis tout de suite que si vous vouliez aujourd'hui sur Terre produire la quantité de cuivre qu'on produit en allant chercher le cuivre dans son état de dispersion standard, il y faudrait toute l'énergie primaire mondiale. Donc ça ne changerait pas grand-chose à la donne. Donc ça, c'est un chiffre. Maintenant, autre chiffre. Alors là, vous allez me dire que peut-être les technologies ont changé. Et elles changent. Mais là, ça date de 2005, cette étude. Là, ils travaillaient sur les panneaux à couche mince. Et donc, compte tenu d'un certain nombre de métaux très rares dont on a besoin pour faire ces panneaux. Eux, ils avaient calculé à l'époque, compte tenu, si vous voulez, de la limite sur certains des métaux qu'on utilise pour ces panneaux à couche mince, qu'on pourrait produire 1% avec ces panneaux, de la quantité d'énergie primaire nécessaire avec cet horizon de 2 fois et demi ce dont on dispose aujourd'hui. Mais c'est là justement que la technologie et le développement technologique intervient, c'est qu'on va répondre à ce genre de manque par de la technologie, Christophe Balif. Voilà, alors je pense que vous avez dit déjà énormément de choses en peu de temps. Donc le rôle de la technologie, d'abord, je pense que c'est de dire ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Et la technologie repousse en permanence les frontières de ce qui est faisable ou ce qui est pas faisable. Alors je pense que ça vaut quand même la peine de prendre l'exemple concret que vous avez cité, c'est l'exemple du solaire que je connais bien, parce que c'est finalement l'exemple qui va permettre en partie de sauver la planète. Et c'est typique, les études de 2005 sont fausses, parce que les gens qui font ces études ne connaissent pas la technologie en général. Alors par exemple, dans le cas du solaire, qu'est-ce qu'on a eu dans ces 10 dernières années ? On a eu le développement d'un marché de ces technologies qui a permis de faire deux choses. D'une part, ça a permis de réduire le coût de tous ces systèmes photovoltaïques par un facteur 10 ou 20. Les centrales photovoltaïques qu'on installe maintenant dans les régions ensoleillées du monde seront capables de produire du courant photovoltaïque à 5 à 6 centimes le kilowattheure, ce qui met le kilowattheure au prix du kilowattheure produit par le gaz naturel. Ou le nucléaire. Ou le nucléaire. C'est moins cher que le nucléaire dans les pays ensoleillés déjà. Alors, on a toujours le problème du jour et de la nuit, mais ça peut se compléter avec le vent, etc. Donc, on était capable d'amener une source d'électricité chère à une source d'électricité qui arrive bon marché et qu'on va voir déferler sur la planète au cours des 20 ou 30 prochaines années. Donc, on voit déjà qu'il y a un potentiel énorme parce qu'on pourra faire cette électricité. Et si on sait la stocker sous forme d'hydrogène, la retransformer en méthane ou en gaz naturel, on a accès pratiquement à une source d'énergie infinie. La deuxième question, c'est la question des ressources. Alors évidemment qu'il y a des technologies qui sont gourmandes en ressources, il y a une énergie grise, il y a des matières précieuses. L'étude que vous citez a regardé un certain type de panneaux solaires qui contenait sans doute du tellure ou de l'indium. Alors à Neuchâtel, par exemple, on travaille sur des panneaux solaires en couche mince de silicium. Il y a 2 microns de silicium. Le silicium, c'est 33% de la croûte terrestre. Il y a 2 micromètres d'oxyde de zinc et puis il y a du verre.
du sable. Les cellules en silicium cristallin contiennent essentiellement du silicium et de nouveau du verre. Alors il y a des contacts en argent, mais on sait déjà les remplacer par des contacts en cuivre. Il y a besoin d'un petit peu de cuivre. Et les cellules Grätzel qui sont développées ici? Alors les cellules Grätzel sont basées essentiellement sur du TiO2, donc aussi on pourrait avoir, on a suffisamment de TiO2 Il y en a pour assez. Okay. couvrir, je dirais, l'essentiel des besoins non seulement électriques mais énergétiques de la planète. Et ça, c'est à un coût économique qui est abordable. C'est-à-dire que l'énergie qui arrive du Soleil sur Terre, si on prend l'énergie globale, est suffisante pour couvrir les besoins énergétiques de la planète. Mais si on couvrait la Terre de panneaux solaires, ça c'est bon. Non, mais les gens ne réalisent pas, même en Suisse, chaque année, on a par mètre carré l'équivalent d'un baril de pétrole qui tombe sur nos têtes. Un baril de pétrole par mètre carré. Pas besoin d'aller le chercher dans le sol, il tombe sur le toit. Donc il faut le transformer avec un certain rendement. Faites déjà votre pub, hein. Non, mais c'est pas de la pub, c'est des faits scientifiques. Non, donc, si vous voulez, il existe, en tout cas pour pas mal de domaines, que ce soit le traitement de l'eau, un des problèmes majeurs, des nouvelles solutions qui arrivent, qui sont abordables. Il existe pour l'énergie, pour l'électricité, mais pour l'énergie au sens général, parce que si on sait faire de l'électricité, on sait aussi traiter le problème du transport, de la climatisation, etc., qui sont les facteurs qui impactent le plus. Donc on voit qu'il y a des solutions technologiques qui sont déjà présentes, qui émergent, et il n'y a pas forcément besoin de révolution. Alors le fait de savoir qu'il y a ces possibilités n'implique pas forcément qu'on va agir. La science propose, mais la société dispose. Et c'est là tout le problème. C'est que d'une part, il y a les gens qui ne savent pas que ces solutions existent, puis d'autre part, bien sûr, elles ont leur prix. Et là, on tombe sur le problème de l'économie. Qu'est-ce qu'il y a une société qui est économique, performante économiquement? Qu'est-ce qu'on est prêt à mettre comme surcoût pour payer une énergie un peu plus propre? Et puis là, on arrive dans le débat de société. Qui c'est qui est prêt à faire un effort? Et on le voit très clairement, on a ce problème de CO2. Les pays émergents, effectivement, sur lesquels on a reporté une partie de notre production de CO2, ne sont pour l'instant pas prêts à faire un effort. Alors c'est sûr que tant qu'on ne fait pas d'efforts financiers, et l'effort financier actuellement c'est par rapport au charbon, hein. En gros le charbon, si on ne met pas une taxe CO2, c'est la source d'énergie la moins chère, donc les gens vont utiliser du charbon, et vu qu'on reporte aux générations futures le problème du CO2, ou même pas futur, donc quelques dizaines d'années, on va voir ça arriver très fort. Bon, pour l'instant, c'est le charbon qui domine. Donc là, il y a un choix de société qui doit être pris très rapidement pour essayer d'infléchir la courbe, c'est de taxer plus fortement le CO2 pour permettre aux sources d'énergie plus propres de se faire une place beaucoup plus importante. Avec ça, on va résoudre une partie du problème. Donc voilà, la science dispose, la société propose, et je crois que les scientifiques doivent faire leur travail de communication pour dire voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qui est possible. Regardez aussi ce qui se passe en termes de fait par rapport au réchauffement climatique, à des problèmes comme ça qui ne sont plus des mythes, qui sont maintenant, je dirais, avérés. Et puis à partir de là, il y a une chance pour que l'homme soit un peu plus intelligent globalement et épargne en partie des ressources. Mais il n'y a pas un peu d'utopie quand même là derrière? Comme vous le disiez, la question financière, c'est la question clé. Nos comportements sont dictés par le prix de cette énergie, par exemple. Pour l'instant, vous pensez qu'on arrive à changer, je dis peut-être en Suisse un peu, mais à l'échelle mondiale, on arrive à modifier cet état d'esprit? Mais évidemment, ça prend du temps. Tant qu'il n'y a pas une majorité de la société qui adhère à un changement, ce changement ne va pas forcément avoir lieu. L'Allemagne a quand même réussi, parce que le Parti des Verts, à un moment donné, a été associé au pouvoir, a réussi à mettre en place un certain nombre de lois qui ont fait que des choses ont changé. Qui ont permis entre autres de prouver que le solaire pouvait devenir bon marché, que l'énergie éolienne pouvait devenir bon marché, que la biomasse, le biogaz pouvait devenir bon marché. Donc ça, il suffit d'avoir à un moment donné des majorités qui se dessinent. Et puis, je dirais, plus de gens sont gagnés à la cause, le plus il y a une chance que ça puisse percer au travers de la société. Maintenant, c'est une question, je dirais, d'éducation et de longue haleine. On voit bien que ça met des années à changer. On voit bien qu'aux États-Unis, par exemple, toujours la moitié de la population pense que les problèmes de CO2 sont un mythe. Contre toute évidence. Donc évidemment, là, il y aura encore besoin de beaucoup de travail. Et moi, je pense personnellement qu'on va être aidé dans les 10 prochaines années assez fortement par ce qui va se passer. On sait qu'on a été protégé d'augmentation de température par le Pinatubo, par El Niño pendant ces dernières 10 années, tandis que le CO2 continue de monter. Et quand tout va se remettre en route, on va voir que la température monte, il y aura des sécheresses encore plus importantes, y compris en Suisse, y compris aux États-Unis. Et au bout d'un moment, il y a une partie de la population qui va changer d'esprit. Et ce jour-là, ça va être le jour où le voisin qui n'aura pas des panneaux photovoltaïques sur son toit sera vu comme le voisin anormal. Alors actuellement, c'est le contraire. Alors, je vous allez quand même assez vite en besogne. Vous tracez une perspective comme ça, un horizon, en faisant abstraction
du temps de mise au point d'un certain nombre de choses, du temps de diffusion dans la société, etc. Ce qui change quand même régulièrement la donne, enfin singulièrement la donne. Maintenant, effectivement, je veux bien croire qu'effectivement, une technologie au silicium, il n'y a pas de limite, mais vous avez parlé quand même de cuivre tout à l'heure. Enfin, il faudrait voir après dans le Très peu de détail cuivre, sur chacun. il a insisté. Oui, mais d'accord, très peu, mais pour une énergie infinie, c'est plus très peu. Ça devient énormément. Hein. Donc, mais le problème, il n'est pas exactement celui-là, si vous voulez. C'est-à-dire que là, c'est le propos du chercheur. Maintenant, en termes, ce que représentent ces renouvelables aujourd'hui, ça va nous ramener sur Terre. C'est moins de 2%, c'est même pratiquement qu'1% de la production d'énergie primaire au monde. Aujourd'hui, c'est toujours 80% avec des fossiles. Et avec des infrastructures coûteuses, avec des lobbies qui n'ont pas du tout envie qu'on remise leurs infrastructures. Donc dans toute cette affaire-là, on a un facteur temps qui est un facteur très important. Pour passer de 1% à ne serait-ce que 20 ou 30% à l'échelle mondiale de production d'énergie avec ces techniques, et là effectivement du côté du soleil, on n'a pas de problème. Hein. Je veux dire là, on a il y a la ressource, mais la ressource, elle est énorme. Est-ce que les panneaux sont assez efficaces, par exemple? Est-ce que c'est pas la technique qui limite parce qu'elle n'est pas au point encore? C'est pas simplement une question technique, si vous voulez. C'est-à-dire que la technique, c'est un des paramètres. Alors maintenant, si je vois aujourd'hui où on en est, alors évidemment, ça va changer, mais si je vois aujourd'hui où on en est, prenez l'Allemagne, par exemple, qui a 23% de son énergie primaire, ou son électricité, je crois plutôt, 23% de son électricité qui est produite essentiellement par de l'éolien et par des panneaux solaires, plutôt d'ailleurs d'origine chinoise. En fait, compte tenu par ailleurs de notre incapacité pour le moment, ça change à stocker, eh bien en fait le ratio, si vous voulez, entre nombre d'habitants et puis quantité d'émissions sur le territoire, l'Allemagne est un des pays les plus mal placés en Europe. Parce qu'il consomme beaucoup de charbon pour compenser quand il n'y a pas de vent. Puisque c'est de l'intermittence, et qu'on ne sait pas stocker en Mars aujourd'hui, alors peut-être qu'on le saura dans quelques années, ou dans quelques décennies, je n'en sais rien, eh bien pour le moment, ils sont obligés effectivement de rouvrir de vieilles mines à la lignite, ils sont obligés d'importer du charbon des États-Unis. Les charbonniers américains sont très contents parce que sur leur territoire, on leur préfère le gaz de schiste pour le moment, pour peut-être encore 10 ou 20 ans. Donc, si vous voulez, la réalité est un petit peu différente. Hein. Le chercheur, lui, se projette, etc. Celui qui regarde la société sait qu'une société, ça ne marche pas aussi vite. Hein. Ça ne marche pas aussi vite. Donc, et puis, peut-être qu'il y a un certain nombre de problèmes qu'on découvrira après. Mais avec les technologies qui sont là aujourd'hui, si vous voulez, et le temps nécessaire pour une transition, évidemment, ce n'est pas même dans 10 ans qu'on aura 20%, même si on mettait le paquet à l'échelle internationale. Et puis que chacun ait honte de ne pas avoir un panneau photovoltaïque sur son toit, c'est vrai en Suisse quand on fait partie du sommet des classes moyennes. Hein, regardez, si je prenais tout le PIB mondial et si je le divisais par le nombre d'habitants, j'aurais $6 000 par an par personne. Mais rassurez-vous, entre guillemets, hein, au Zimbabwe, ils ont $200 par personne. Vous imaginez bien que ce n'est pas au Zimbabwe qu'ils vont acheter des panneaux solaires. Et ces gens aussi consommer l'énergie. Alors non, attention, effectivement, la recherche ouvre un certain nombre de perspectives. Il y a un rapport temps. Le rapport temps, vous savez qu'aujourd'hui, on est déjà sur une trajectoire qui est largement au-delà des 2 degrés. Et la communauté internationale continue à nous parler de 2 degrés. Ils se moquent de nous. 2 degrés au niveau de l'élévation de la température dans un siècle. D'ici à la fin du siècle. Ils se moquent de nous. Les prochains engagements, on pourra, si jamais il y a un accord à Paris en 2015, hein, c'est la prochaine conférence sur le climat, et celle-ci est prévue pour que normalement on discute d'un nouvel accord contraignant à l'échelle internationale qui serait une suite élargie de Kyoto, eh bien on ne pourrait commencer à mettre en œuvre nos engagements qu'à compter du 1er janvier 2021. En fait, si on voulait maintenir ces 2 degrés, il faudrait à partir de ce moment-là réduire en moyenne nos émissions de 5%. Mais 5% en moyenne, ok, avec des disparités énormes. Un Indien aujourd'hui va émettre en gros 1,5 tonne. Un Américain, sans même compter, si vous voulez, les biens qu'il consomme, l'énergie qu'il importe, 20 tonnes par an et par personne. Donc vous imaginez quand bien l'Indien sera au niveau de l'Américain. Oui, oui, mais ça veut dire que l'Américain devrait faire des efforts gigantesques. Le Suisse devrait faire des efforts très importants. Très sincèrement, les 5%, on n'y arrivera pas. D'accord, mais alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau technologique pour résoudre le problème? Ok, on peut consommer moins, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme avancée technologique? Ça ne suffit pas, les technos. Non, justement, j'aimerais juste revenir. C'est très important ce que vous avez dit, et c'est faux. Les Allemands utilisent du charbon, effectivement, ils utilisent du charbon américain. Mais c'est là où ce rôle de la société, le rôle des législations est essentiel. L'Europe a mis en place une taxe CO2 et le prix de cette taxe CO2 par différents mécanismes s'est effondré. Par contre, voilà. Mais en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu qu'on utilise des centrales à gaz qui peuvent être un complément
des énergies renouvelables fluctuantes. Le prix de la taxe CO2 s'étant écrasé, les Allemands préfèrent remettre en marche leur centrale au charbon. Donc si le prix de la taxe CO2 était adapté, on verrait qu'on a une transition vers le gaz plutôt que vers le charbon. Bien sûr. Non, pas du tout. Alors là, je vais vous dire, c'est vous qui dites faux. Pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est pas une taxe, c'est des permis. L'Europe a instauré en janvier 2005 un marché de permis. Effectivement, là, je vous donne raison, les États ont très mal agi, notamment l'Allemagne et la France, ont alloué des quotas supérieurs à leurs émissions territoriales. Donc ils achetaient du permis dans d'autres pays, non ? Alors non, dans un premier temps, c'était à partir de janvier 2013 qu'on pouvait acheter ces permis. Okay. Jusqu'en décembre 2012, non, les permis étaient alloués gratuitement, ce qui est d'ailleurs une ânerie. Mais bon, peu importe, c'était fait comme ça. Donc on a alloué plus de permis. Donc on a fait s'effondrer la tonne de carbone et effectivement, c'est pas du tout dissuasif. Mais maintenant, non, ce que vous dites est totalement faux. Si vous voulez, c'est de l'intermittence. Donc alors, c'est pas le même problème en Californie. En Californie, quand vous allez utiliser vos panneaux solaires, c'est le moment où vous utilisez au maximum votre climatisation. Donc il y a un recouvrement parfait entre la production et la consommation. Alors ici, c'est pas le cas. On ne sait pas stocker. Donc par exemple, vous avez de l'éolien sur le front de la mer du Nord. Vous avez un vent qui dépasse les 90 km/h. Vous devez tout arrêter. Sinon, vous mettez en danger vos éoliennes. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites ? Vous n'allez pas construire une centrale exprès pour faire ça. Vous allez réutiliser, sinon économiquement, ça ne marche pas. Vous réutilisez une vieille centrale à la lignite. Vous la faites cracher un maximum. Et au bout du compte, votre bilan carbone à la fin de l'année, avec pour l'heure, si vous voulez, cette performance, parce que c'est une performance, 23% d'électricité renouvelable, c'est énorme. Je vous rappelle que c'est 1%, grosso modo, entre 1 et 2, mais plus près d'1 au monde. Donc voilà, il ne faut pas oublier ces choses-là. Puis alors, en plus, il y a un autre paramètre qui est très important, c'est qu'en subventionnant ces panneaux solaires, les Allemands ont fait effectivement artificiellement baisser les coûts. Ils inondent le marché suisse et demandent à Romandie Énergie, c'est dommage qu'ils ne soient pas là, ils ont dû fermer une centrale toute nouvelle à bois, parce qu'effectivement, elle n'est plus rentable compte tenu de ce coût qu'ont fait les Allemands, parce qu'ils ont fait ça par à-coup et de manière pas du tout progressive. Non, c'est pas aussi simple. Je comprends très bien le chercheur. Lui dit, ben voilà, j'ai tout résolu pour l'avenir, mais la société, c'est beaucoup plus complexe que ce que le cerveau d'un chercheur sur le social peut comprendre. Alors, je m'excuse, je pense que je comprends relativement bien le système énergétique européen. Je sais ce qui se passe avec le pompage turbinable, l'effondrement du prix d'électricité. Le marché allemand s'est développé rapidement. On peut parler des subventions aux différentes formes d'énergie, au charbon en Allemagne, au nucléaire, un peu partout dans le monde. Je ne pense pas que le but, c'est de faire le débat là-dessus aujourd'hui. Le potentiel de ces énergies renouvelables est là et il ne faut pas oublier ce qui se passe quand vous dites que c'est négligeable. Je pense que, de nouveau, vous ignorez un mécanisme important. Alors, d'une part, c'est devenu important en termes de nouvelles capacités produites, installées annuellement. Le nucléaire devient anecdotique par rapport au solaire et au vent. Il faut quand même en être. Anecdotique ? Anecdotique, petit, c'est petit. En termes de nouvelles installations. En termes de nouvelles installations. En termes de production. En termes absolus, il faut du temps pour regagner le volume. Okay. Et puis maintenant, une autre chose que vous oubliez, c'est la force possible du capitalisme. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si l'on met en place le bon cadre légal, alors là, c'est le bon côté du capitalisme. Si les gens savent qu'ils peuvent investir dans les nouvelles technologies, dans le stockage, ou qu'il y a une prime pour faire du stockage ou de la régulation d'électricité, les forces du capitalisme vont jouer et très rapidement, vous allez voir des milliards de francs qui partaient dans d'autres secteurs qui vont venir vers le secteur de l'énergie pour essayer de réguler ce problème. Et c'est ce qu'on a vu, et c'était le problème de l'Allemagne et de l'Espagne qui ont mis en place des tarifs de rachat pour les énergies renouvelables. Et quelque part, le capitalisme a très bien fonctionné. En quelques années, on a installé des centaines de gigawatts. Donc on est capable, en très peu de temps, et l'Allemagne a passé d'à peu près 1 ou 2% d'électricité renouvelable à 20% en 10 ans. Alors, quand on vient nous dire que ce n'est pas possible technologiquement, non, c'est possible à relativement court terme, ça a un prix, si c'est mal fait, ça peut bouleverser la manière dont l'électricité s'échange, etc. Alors ça, c'est un des aspects. Les autres aspects dont on n'a encore pas parlé, c'est tout le potentiel qu'il y a dans l'efficacité énergétique. Je peux vous dire, je reviens du Qatar, où ce week-end, j'étais au Qatar, le Qatar a décidé de faire des grands plans en matière d'énergie. Il faut dire que le gaspillage qu'on fait d'électricité, là, évidemment, et de l'énergie en général, il y a un potentiel qui est phénoménal. Et bien sûr qu'une approche pour le futur, et de nouveau, là, la technologie a son mot à dire, c'est soyons plus intelligents, soyons plus performants énergétiquement au niveau des véhicules, au niveau des bâtiments, etc. Et si on met tout ça ensemble, il y a un potentiel, du moment qu'on l'accepte, il y a un potentiel pour tout le monde. Mais donc du coup, pour répondre à la question, la technologie, selon vous, est là pour répondre à ce problème énergétique et ce problème de CO2. C'est uniquement une histoire de capitaux et de volonté de politique publique. La technologie est suffisante aujourd'hui ou est-ce qu'il faut encore des développements ? Il faut bien sûr l'améliorer en permanence. Il faut l'améliorer en permanence. Elle serait théoriquement suffisante. On a déjà pratiquement tous les éléments en main. C'est ça.
il n'en manque pas. Même au niveau européen, si on regarde au niveau du réseau européen électrique qui est interconnecté, on est capable d'utiliser en partie du stockage en Suisse. On va développer sans doute massivement ce qu'on appelle le power to gas. Ça veut dire transformer l'électricité excédentaire et non utilisable des sources renouvelables en hydrogène qu'on va ensuite faire, qu'on va rebrûler dans des piles à combustible ou des centrales à gaz. Mais bien sûr, il faudra accepter que, par exemple, une centrale à gaz ne va tourner plus que le 20% du temps. Donc du coup, ça a un coût. Ça a un coût de quelques centimes par kilowattheure. Et de nouveau, si le citoyen qui est prêt à sortir chaque année 400, enfin, des milliers de francs pour ses télécommunications, son téléphone portable, s'il n'est pas capable de mettre quelques centaines de francs pour cette thématique énergétique qui est fondamentale, eh bien, c'est le choix du citoyen au bout du compte. Mais d'un point de vue économique, nos sociétés occidentales ont ce potentiel de se payer cette transition énergétique. Et pour dire un autre point, vous dites que les pays du tiers-monde n'auront pas les moyens de se payer. Et de nouveau, là, vous avez complètement tort. Je peux vous dire qu'il y a des pays qui ont des projets à l'heure actuelle pour importer massivement des petits systèmes solaires. On parle massivement, on parle de centaines de milliers, voire de millions de systèmes solaires avec une batterie intégrée, avec des lampes économiques, une prise pour recharger son laptop. Et ça va créer et ça va donner la possibilité à pas mal de ces pays de très rapidement s'équiper avec des systèmes plus performants énergétiquement. Donc c'est un potentiel énorme et ça ne va pas durer 30 ans. Le Zimbabwe, avec quelques centaines de millions de dollars, peut se recréer une infrastructure énergétique parce qu'un panneau solaire ne coûte plus que 40 francs par mètre carré. Et ces 40 francs, même le Zimbabwéen pourrait se payer. Donc c'est l'économie qui va sauver la planète et pas la technologie, au final. En conclusion, c'est ça que vous êtes en train de me dire. La technologie elle va s'améliorer. En permanence, on va y travailler. Et maintenant, c'est à la société essentiellement de faire ses choix. Alors, déjà, vous n'avez pas répondu à toutes les difficultés en termes de matériaux. Là, vous nous parlez de piles à combustible, il y a d'autres limites. Vous nous parlez indirectement de cuivre aussi, etc. Je ne pense pas que... Si vous voulez, on a une multitude de difficultés. Je pense qu'on peut répondre à certaines. Et que de toute façon, on a intérêt à investir dans la recherche, j'ai pas de doute là-dessus. Mais vous donnez quand même exemple l'Allemagne, qui est effectivement le seul pays au monde qui ait consenti cet effort. Alors, je vous donner un témoignage personnel. J'étais il y a 1 an et demi un séminaire de la fondation Gensagen, qui est une fondation franco-allemande. Il y avait pas les patrons, mais les cadres, si vous voulez, juste N+1 de Siemens, etc. Bon, ce qui était très clair dans leur raisonnement, c'est que l'effort qu'ils ont fait, qui est un effort gigantesque, cela dit, effectivement, passer à 23%, gigantesque. Bon, c'est un des pays les plus riches au monde qui l'a fait, et avec une stratégie industrielle qui n'a franchement rien à voir avec le climat. Pour les Allemands, le problème, c'était de se placer en premier sur un segment industriel dont ils pensaient que c'était un segment fondamental pour l'avenir. C'était le fait d'y être les premiers. Et puis en plus, probablement aussi pour capitaliser un certain nombre de matériaux aussi sur leur sol. Donc le climat, il n'en avait rien à faire. Il s'est trouvé simplement que l'Allemagne n'est pas un pays comme un autre. L'Allemagne a connu la Deuxième Guerre mondiale. Elle est extrêmement sensible à la question du nucléaire. Elle ne veut pas en entendre parler. Elle a raison d'ailleurs. Elle ne veut pas en entendre parler. Donc ils ont réussi à faire une espèce de pacte social très particulier où une partie a vu des intérêts industriels à moyen et long terme, une autre partie un aspect plus moral, si vous voulez, des choses, est lié avec le climat, et que c'est bien passé jusqu'à aujourd'hui, sauf que ça commence à friter un peu parce qu'effectivement, quand même, le coût du kilowattheure a très sensiblement augmenté, ne serait-ce que essentiellement d'ailleurs pour une question de réseau. Quand vous avez des éoliennes dispatchées sur vos territoires et quand vous avez du vent, si vous voulez effectivement continuer, il faut qu'il y ait un réseau pour que lorsque ça s'arrête à un endroit, vous puissiez amener l'électricité à l'endroit où ça s'arrête, là où ça peut continuer. Donc ils ont complètement chamboulé leur réseau. Ça a amené un coût du kilowattheure extrêmement important. Les Allemands s'en tirent mieux que les autres parce qu'ils ont un coût, si vous voulez, de manière générale, les loyers sont moins chers en Allemagne et l'habitat, par exemple, est d'une meilleure qualité qu'en France, et vous avez moins le problème des précaires énergétiques en Allemagne, alors que vous l'avez très sensiblement en Angleterre, en France, en Italie, en Suisse, on n'a pas les chiffres, mais il y a probablement aussi des précaires énergétiques, c'est-à-dire des gens qui vont dépenser au moins 10% de leurs revenus pour se chauffer et pour avoir leur eau chaude. Donc non, l'économie, c'est pas du casino. Il faut un certain temps, surtout pour des infrastructures, il faut quand même un certain temps. Et là, avec une planète dont la démographie augmente, avec effectivement peut-être d'autres goulots d'étranglement sur d'autres problèmes, et donc si effectivement dans un secteur on peut dire avec une technologie on va y arriver, le problème c'est de voir l'ensemble des difficultés qu'on connaît aujourd'hui, c'est de voir l'ensemble des limites en termes de matériaux, et pour reprendre ce qu'a dit mon collègue tout à l'heure, on pourrait avoir une énergie infinie. Je vais vous dire, si jamais les hommes avaient une énergie infinie,
Alors, si j'étais une bête, je me barre tout de suite. Je cherche une autre planète de toute urgence. Quand vous voyez le degré de destruction auquel on est arrivé avec simplement le pétrole au XXe siècle, que l'humanité ait une énergie infinie, c'est la pire des choses qui pourraient nous arriver. C'est le cadeau le plus empoisonné qui se ferait. Et en guise de conclusion, une technologie infinie, un développement technologique infini pourrait aussi mener à la catastrophe au niveau de la planète. Est-ce qu'il y a un moment où la technologie doit s'arrêter, le développement technologique? De la même manière que l'on peut utiliser la technologie à bon escient, on peut l'utiliser à mauvais escient, créer encore plus de besoins. Mais moi, j'aimerais juste terminer avec un exemple que je trouve assez impressionnant. On parle des maisons Minergie, des maisons écologiques qui consomment peu d'énergie. Et en Suisse, on parle toujours d'un surcoût. C'est plus cher, donc on ne peut même pas se le payer. On connaît un groupe en Irlande qui a développé des maisons bien mieux que Minergie, mais qui sont des maisons à 100 000 francs, qui utilisent des matériaux écologiques, qui utilisent peu. Et ça, c'est pour qui? C'est pour les gens qui sont justement des précaires énergétiques. Donc, de nouveau, on a cette possibilité de faire des choses extraordinaires. Et là, ce qui manque souvent, c'est, on va dire, la connaissance des spécialistes du métier, des architectes, des constructeurs. Et puis ça ne peut arriver qu'au travers des démonstrations qui sont faites. Ça veut dire qu'il faut que, de nouveau, qu'il y ait des projets de démonstration financés par l'État, financés par les autres écoles, qui permettent de rendre le public attentif. Il faut créer un marché pour que ces solutions puissent arriver sur le marché. Si elles n'arrivent pas sur le marché, eh bien, c'est sûr qu'on laisse les vieux lobbies faire leur travail. Et les vieux lobbies, c'est les lobbies de la brique, de la tuile, qui font des matériaux d'isolant qui ne sont pas très bons. Et puis, en gros, les normes en Suisse ont été adaptées aux capacités d'isolation des briques, parce que les cimentiers suisses et autres constructeurs, finalement, ont imposé leurs normes pour qu'ils puissent toujours... Mais c'est ça. Donc voilà, donc moi je crois fermement que les jeunes ingénieurs qui sont ici ont à contribuer encore à améliorer en permanence les produits, mais ils ont aussi à contribuer à faire en sorte qu'on sache que ces produits existent, qu'ils vont exister, qu'ils vont devenir meilleurs et qu'ils pourront apporter leur partie à la solution du problème, qui par ailleurs reste un problème grand, on est d'accord. Bon, bah, merci beaucoup. On pourrait débattre pendant des heures, je crois, sur le sujet. Peut-être est-ce qu'il y a des questions parmi vous dans le public pour nos deux invités? Ça suscite beaucoup d'imagination, d'intérêt. Est-ce qu'il y a un micro qui doit se balader, normalement? Ah, là, pardon, voilà, désolé. Ah, c'est le micro, c'est pas pour une question. Est-ce qu'il y a... Éventuellement, ouais. Monsieur Bourg, dans vos interventions, vous donnez l'impression que finalement, voilà, de toute façon, tout ce que permettra la technologie, ce ne sera que des clopinettes. Ah non, je vais aller. Reprenez le micro, peut-être. Non, pas des clopinettes, mais que... Non, la seule chose que j'ai dit, c'est on ne peut pas tous fonder là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, si on a ces technologies, et si on a une société un peu moins folle, un peu moins obsédée par le confort matériel, eh bien, on s'en sort beaucoup plus vite. Tout le monde s'en sort. Donc, encore une fois, c'est pas du tout... Mon discours ne consiste pas à dire ne faisons pas de progrès. C'est idiot, c'est pas du tout ce que je dis. Mais si effectivement, on associe ces progrès et qu'on reste raisonnable par ailleurs, et qu'on sait qu'on a aussi d'autres choses à faire, et qu'on se dit, ben non, on n'a pas toujours à avoir comme idéal d'augmenter incessamment notre standard matériel. Alors là, effectivement, même avec les handicaps qu'on connaît tout à l'heure, qu'on indiquait, c'est-à-dire le gap entre là où on en est et là où il faudrait aller, on s'en sort beaucoup plus facilement, on redonne du sens à la société, on redonne un défi, on redonne du sens aux liens entre les gens, et c'est beaucoup plus intéressant. Je ne vous dis pas, on va retourner à la lampe à huile, hein, à 9 milliards, même peut-être 10, à la lampe à huile, on crève tous. De toute façon, il n'y a pas assez de pétrole pour un Hollande. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, bon, bah alors si ce n'est pas le cas, juste vous présenter encore quelques ouvrages qui ont été préparés par la bibliothèque de l'EPFL ici. Vous avez été très productif, hein, Dominique Bourg. Quel avenir pour le développement durable? C'est aux éditions du Pommier, Les Petites Pommes du Savoir. C'est une très jolie collection, c'est vite lu et c'est très riche et complet. Et dans la même collection, Combattre l'effet de serre nous mettra-t-il sur la paille? Voilà, joli livre. Il n'est pas de vous, celui-ci. Mais les autres, je vous rassure, ils sont tous de vous. Dominique Bourg et Kerry Whiteside vers une démocratie écologique, qui est devenue une référence, finalement, dans ce domaine. Et puis, enfin, sous votre direction, vers une société sobre et désirable. Pourquoi désirable? Juste un petit mot encore. Juste avec le micro. Ce n'est que sobre, personne ne voudrait y aller. Enfin, c'est un des gros défis aujourd'hui. C'est-à-dire que la sobriété, c'est pas très désirable. Alors bon, le titre est un peu vendeur. Le contenu n'est pas à la hauteur du titre parce qu'on ne sait pas bien faire. Bon, ben voilà, ça c'est dit. Merci beaucoup, on peut vous applaudir.